Chapitre 10. S'abandonner sans abandonner. Ne baisse pas les bras. Tu risquerais de le faire 2 secondes avant le miracle. Proverbe arabe. En prenant l'annexe ce matin, L'annexe est une petite embarcation pneumatique pour se déplacer sur l'eau. je me rends compte que Johnny, le moteur hors bord, ne crache plus d'eau lorsqu'il est en marche. Donc, il ne se refroidit pas. Il va surchauffer. Zut! Je vérifie l'entrée d'eau, tout fonctionne. Je ne vois pas ce qui peut clocher. C'est sûrement l'impeller, et c'est logique, car il a 5 ans. L'impeller est une roue à palme caoutchoutée qui amène l'eau de la mer dans le circuit de refroidissement. Oui, j'en ai un en stock, et je ne l'ai jamais remplacé. Je sais que cette réparation demande beaucoup de travail de préparation. N'oublions pas que je vis sur un bateau de 11 mètres et que c'est toute une galère que d'ouvrir un moteur hors bord dans un cockpit étroit. Je dois le remonter, le stabiliser verticalement à l'aide d'un madrier qui repose sur des filières, ces fils d'acier qui servent de rambarde sur un bateau. Puis il me faut plonger le pied et l'hélice du moteur dans un bassin d'eau avant de commencer le travail. Ma petite voix intérieure me chuchote depuis tout à l'heure. Sers-toi de l'Esprit divin, fais les choses autrement. Réfléchissant à tout cela, je me dis que cette fois, je vais me servir de l'âme que je suis pour résoudre ce problème. Je descends les 3 marches qui me mènent dans le ventre du bateau pour lire le 11e chapitre du livre « L'étranger au bord de la rivière » de Paul Twitchell, intitulé « Les principes éternels ». C'est là que maître Rebazartas dit à son étudiant « Tu es la personnification de Dieu ». Inspiré par ces paroles, je m'abandonne et m'en remets totalement à l'esprit en fredonnant You, et je me détache de la situation. Un doux sentiment de paix s'empare de moi. Dans mon cœur et dans ma tête, je sais que le problème est résolu. Je vais donc prendre mon petit déjeuner en n'y pensant plus. Après le repas, je pratique ma contemplation quotidienne sur la banquette du carré. Puis j'ai un flash. L'image du moteur et la solution apparaissent sur mon écran mental. Une main, tenant un petit tournevis plat et jaune, fouille dans le tuyau de sortie d'eau de Johnny. Je me lève rapidement, prends mon petit tournevis jaune dans le tiroir à outils, vais dans le cockpit et descends dans l'annexe pour remonter son moteur et sortir son pied de l'eau. Je gratte le trou d'évacuation. Il y a bien un peu de sel, mais du sel ici, il y en a partout. Je replace le moteur dans l'eau et le fais démarrer. Un mince filet d'eau sort du trou et soudain, le moteur crache un gros bloc de sel. Le mannequin pisse se remet à pisser. Tout fonctionne normalement. Je jubile. La vie redevient ce qu'elle doit être, belle. Pourtant, à mon retour sur le bateau, je sens que mon guide intérieur n'est pas aussi heureux que moi. Je m'interroge. Que se passe-t-il? Ai-je fait quelque chose de faux? Je crois que je n'ai pas encore assimilé toute la leçon qu'il veut m'enseigner. Que dois-je encore comprendre? Ah, il s'agit de mon attention. Sachant que l'âme que je suis se trouve là où est mon attention, je dois me concentrer à 50% sur le problème physique et maintenir les 50 autres pourcents sur le divin. Ok, mon guide bien-aimé, je saisis ton message. Je dois faire appel à ma nature spirituelle,
à l'âme que je suis, pour résoudre les problèmes de tous les jours. Maintenant, je sens qu'il est content. Il a retrouvé son petit sourire. Et l'aventure continue. Nous sommes à la fin octobre et je viens de terminer 3 semaines de gros travaux sur voyage. Grattage de la coque, plusieurs réparations, ajustement de la dérive mobile et 8 à 10 couches de diverses peintures pour le protéger et lui redonner un air de jeunesse, car la phase suivante sera sa mise en vente. Pour le moment, je ne pense qu'à mouiller l'ancre dans ma baie préférée et à me reposer pour terminer l'année à réfléchir à mon avenir. Il y a la vente du bateau, mais après. Le retour au Québec? Où vais-je vivre? J'envisage l'achat d'une petite maison, et pourquoi pas d'une roulotte? Il y a aussi l'aspect financier qui m'inquiète un peu, car vivre au Québec est beaucoup plus onéreux que sur mon bateau. Je demande à mon guide intérieur de m'aider à faire des choix qui favorisent non seulement ma croissance spirituelle, mais aussi ma contribution à la vie. Je viens à peine de mouiller l'ancre dans la baie que Yann, un ami navigateur, vient me voir. « J'ai besoin de ton aide pour mon kata. Il me faut changer le système de barre hydraulique au complet. Et je sais que tu en as installé un sur ton bateau. » « Oui, mais j'ai besoin de quelques semaines de vacances après les travaux que j'ai réalisés sur le mien. » « C'est que ma femme arrive dans quelques semaines et il faut que mon bateau soit à l'eau et prêt à naviguer, sinon ce sera le divorce. » « Ça ne me tente pas. J'ai d'autres projets pour le reste de l'année. »« J'ai vraiment besoin de toi. Je te paie le double si tu acceptes. » « Je savais, t'es pas discutable. À ce prix-là, comment veux-tu que je refuse? » Je me rends compte que le divin vient d'avancer une pièce sur l'échiquier de ma vie. Me voilà embarqué dans un travail qui ne se terminera qu'à un jour de Noël et de l'arrivée de sa femme. Mais ceci me permet d'amasser un petit pactole qui m'aidera à réaliser mon retour au Québec. Lors de mon travail sur le catamaran de Yann, je fus témoin d'une situation d'intimidation qui ne me concernait nullement. Une fois mon travail terminé et le kata mis à l'eau, j'ai quitté l'ancrage pour mettre de la distance entre ses problèmes et moi. J'avais gagné suffisamment d'argent pour combler mes besoins et je désirais me concentrer sur la vente du bateau et mon retour à la vie terrestre. Dès février, je me mets à la recherche sur Internet d'une maison ou d'une roulotte en Estrie, car Sherbrooke m'a toujours attiré. Avant de prendre l'avion de retour au Québec en avril, j'organise des rendez-vous pour visiter des maisons mobiles. Quelques jours après mon arrivée dans la belle province, je tombe sur une roulotte qui coûte, à 10 $ près, le même montant que celui que j'ai gagné en travaillant pour Yann. Je comprends cette synchronicité comme un message de mon guide intérieur me disant qu'elle est pour moi et que mes décisions sont justes. Je l'achète et m'y installe pour la saison estivale. Je vise au camping quand je reçois un courriel de Yann qui me demande de témoigner en sa faveur dans un procès concernant les événements survenus à la fin de l'année précédente. Il a intenté une action contre la personne avec qui il avait eu des démêlés. Je lui réponds que je n'ai pas vraiment envie de rouler 5 à 6 heures pour faire une déposition d'une dizaine de minutes. D'ailleurs, je viens de commencer à travailler au camping. Au début mai, je reçois une assignation à comparaître comme témoin dans sa cause. Je suis très déçu,
car mon ami m'avait promis qu'il m'obligerait jamais à témoigner. Mais je ne veux pas non plus le laisser tomber. 2 jours avant la date du procès, je reçois un avis disant que la cause est reportée au début juin. Ma frustration est ravivée. J'ai l'impression que mon témoignage n'apportera rien de concret pour lui. Durant 2 autres reports de date qui me rappellent sournoisement ce devoir désagréable, je ressens une montée de frustration, d'anxiété, des brûlements d'estomac apparaissent. Tout cela causé par ma réticence à témoigner pour mon ex-ami. Malgré ma relation très proche avec mon guide intérieur, je ne parviens pas à gérer ce malaise. Celui-ci revient en force lorsqu'une nouvelle date est fixée pour le 5 juillet. Par un bel après-midi, je suis assis à une table du camping pour parler une fois de plus avec mon guide. Je ne sais plus quoi faire, je lâche prise. J'accepte d'aller à ce procès. Je ne le fais pas pour Yann, mais par amour pour toi. Et qui sait, j'apprendrai peut-être quelque chose de cette expérience. À cet instant précis, une paix immense descend sur moi. Un calme et une sérénité sublime s'installent. Mes soucis et mes tracas disparaissent en un claquement de doigts. C'est alors que je prends conscience de la profonde sagesse du précepte qui dit « Quand vous combattez quelque chose, vous le nourrissez ». Le lendemain matin, je passe à l'action. Je trace l'itinéraire qui me conduira au palais de justice, car le procès aura lieu dans 3 jours. Je fais le plein d'essence et je demande congé à mon employeur. Cet après-midi-là, la réceptionniste du camping m'appelle. « Alain, un monsieur veut te parler au téléphone. »« Oui, allô? »« Salut Alain, c'est Yann. Tu n'es pas facile à joindre. J'ai dû appeler tous les campings de la région avant de tomber sur le bon. »« Ah ouais? » dis-je, car je n'ai jamais voulu lui laisser mon numéro de téléphone. « Je sens que tu n'es pas très chaud pour témoigner au procès. Alors, d'après mon avocat, tu pourrais témoigner par écrit. Ça t'intéresse? Et comment dois-je procéder? J'ai déjà rédigé le texte que je t'envoie par courriel. Tu le lis, tu lui apportes les modifications que tu désires, tu le signes et tu me le retournes. Je m'arrange pour le reste. » Ce jour-là, j'ai compris le mécanisme du détachement. S'abandonner sans abandonner. Je n'ai jamais déserté l'idée d'aider mon ex-ami, mais j'ai remplacé mon sens du devoir par l'intention de le faire par amour, ce qui a fait tomber toutes mes résistances et m'a procuré la solution idéale, puisqu'elle faisait l'affaire de Yann autant que la mienne.